Alors, hier, nous sommes arrêtés ici. Alors, je rappelle rapidement. Donc, on a dit que on utilise pour ouvrir rapidement le BOP, il faut utiliser un accumulateur. Donc, l'accumulateur, à quoi sert-il? Il sert uniquement et exclusivement à fermer rapidement le BOP. Ce n'est pas une source d'énergie supplémentaire parce qu'il y a déjà deux sources d'énergie. Il y a la source électrique, la pompe électrique et les pompes à air. Donc, on n'a pas besoin d'une autre source d'énergie. Le seul rôle de l'accumulateur, c'est de fermer le BOP rapidement. Fermer, on s'en fout de l'ouverture. L'ouverture, nous avons tout le temps, mais la fermeture doit être rapide lorsqu'on a une venue. Donc, voilà à quoi sert l'accumulateur. Bon, là, j'ai représenté une seule bouteille, mais là, le nombre de bouteilles dépend du volume nécessaire pour fermer et ouvrir les BOP. Parce que pour fermer et ouvrir, il faut envoyer un certain volume dans le BOP. Combien vous avez de BOP? Quelle est la capacité de chaque BOP pour s'ouvrir et se fermer? Donc, on fait le calcul, quel est le volume nécessaire total, et on utilise une unité qui a le nombre de bouteilles nécessaires. En général, une bouteille contient 10 gallons. 10 gallons en excluant le volume du caoutchouc de la membrane, parce que le caoutchouc de la membrane ne nous sert pas. Nous avons besoin uniquement de l'huile et de l'azote. Donc, le volume total, normalement, le volume total, c'est 11 gallons. On enlève un gallon du caoutchouc de la membrane et il nous reste 10 gallons qui sont répartis entre l'huile et l'azote. Voilà. On va voir maintenant comment est constituée une unité commune. Vous voyez là, une unité commune, elle a plusieurs bouteilles ici. C'est pour assurer, disons, l'activation de tous les BOP. Fermer et ouvrir le BOP un certain nombre de fois selon les exigences de la compagnie. Pourquoi on utilise plusieurs petites bouteilles au lieu d'une seule bouteille? Vous voyez ici, nous avons plusieurs petites bouteilles. On aurait pu utiliser une citerne d'huile, on aurait pu aspirer directement du bac ou bien, c'est-à-dire en quelque sorte. Mais là, il y a plusieurs petites bouteilles, c'est que si vous avez une seule grande bouteille, si la membrane est percée, donc vous allez perdre toute l'unité. Tandis que ici, si par exemple la membrane de cette bouteille est percée, cette bouteille est HS, alors on peut l'isoler et continuer avec les autres. Si vous avez trois bouteilles, celle-là, celle-là et celle-là, qui sont défectueuses, on peut les isoler et il nous reste quand même un certain volume pour nous assurer un certain nombre de fonctions des BOP. Voilà pourquoi il y a plusieurs petites bouteilles. En général, en onshore, la bouteille contient, comme je vous ai dit, 11 gallons. Si on enlève un gallon du caoutchouc de la membrane, il nous reste 10 gallons répartis entre l'huile et l'azote. Voilà. Alors là, on va voir comment est constituée une unité commune. Alors, la première des choses, il y a le bac à huile. Là, il contient de l'huile hydraulique, comme je vous ai dit. Je vous rappelle que cette huile doit être adaptée aux conditions climatiques. C'est une huile hydraulique, c'est-à-dire elle a une très faible viscosité, c'est comme de l'eau, et elle doit s'adapter aux conditions climatiques, c'est-à-dire que s'il fait très froid, il ne faut pas qu'elle gèle, et s'il fait très chaud, il ne faut pas qu'elle se dilate. Voilà ce qu'il est. Voilà. Bon, alors, il y a une première pompe, en général, c'est une pompe électrique qui aspire de ce bac. Là, donc, elle aspire de ce bac et refoule jusqu'aux bouteilles, c'est-à-dire jusqu'aux accumulateurs.
vous avez la pompe qui a un disjoncteur. Là, le disjoncteur, il a trois positions. Bon, il y a off, c'est-à-dire il est à l'arrêt. Là, vous voyez, il commande l'électricité qui vient du groupe électrogène, c'est du courant asynchrone, et qui va vers le moteur asynchrone, c'est du courant alternatif pour faire marcher le moteur asynchrone de la pompe, de la petite pompe. C'est une petite pompe. En général, ces petites pompes donnent une grande pression. Ils peuvent aller jusqu'à 20 000 psi, mais ils donnent un débit très faible. Pour cela, surtout puisque la pression est très grande, là, les pistons n'ont pas de caoutchouc, ce sont des pistons de l'acier, c'est uniquement de l'acier, et donc c'est une pompe triplex qui ressemble à notre pompe à bout, mais en miniature, qui a trois pistons aussi, mais ce qu'on appelle des pistons plongeurs, il n'y a pas de caoutchouc. Donc, elle peut donner de très grandes pressions, mais un très faible débit pour y aller doucement. Bon. Donc là, il y a le disjoncteur, il y a l'électricité pour alimenter le moteur asynchrone. Alors, la première position, c'est off, c'est-à-dire il coupe l'électricité, il n'y a pas de courant, la pompe est arrêtée. La deuxième position, il y a deux positions, ou bien automatique, ou bien manuelle. Si c'est manuel, c'est-à-dire que si vous la mettez en position manuelle, la pompe ne s'arrête pas tant que vous ne l'avez pas arrêtée. Donc, si vous l'utilisez en manuel, la pompe peut aller jusqu'à la pression maximale, jusqu'à atteindre 20 000 psi, si vous voulez. Tandis que si vous la mettez en position auto, c'est-à-dire automatique, elle va fonctionner en fonction de la pression de refoulement dans la conduite qui va aux accumulateurs. Vous voyez ici, il y a un piquage de la pression, et la pression va agir sur le commutateur. C'est la pression dans le circuit de refoulement qui va contrôler l'alimentation en électricité. Si vous le réglez, en général, on le règle entre 2700 et 3300 psi, c'est-à-dire 3000 psi, plus ou moins 10%. Alors, s'il atteint la valeur minimale, il va déclencher lui seul, il va mettre le courant lui seul, il va déclencher le commutateur qui va faire passer le courant ici. S'il atteint la pression maximale sur laquelle il est réglé, par exemple, si vous le réglez entre, par exemple, 2800 et 3000, donc lorsqu'il atteint 2800, il se déclenche seul pour alimenter la pompe en électricité. S'il atteint 3000, le maximum que vous avez réglé, il va arrêter le courant électrique et la pompe va s'arrêter. Bon, le réglage, là, vous avez, la pression peut être réglée entre 2700 et 3300, c'est-à-dire 3000 psi, plus ou moins 10%. Mais l'API recommande de la régler à une pression de 2700 jusqu'à 3000. Mais il n'y a aucun danger si vous allez jusqu'à 3300. C'est fait pour jusqu'à 3000, c'est-à-dire 3000 psi, plus ou moins 10%. Bon, alors voilà, là, la position manuelle, quand est-ce qu'on l'utilise? Quelquefois, on n'a pas de pompe Sprague, une pompe de test. Et lorsqu'on n'a pas de pompe de test, des BOP, on peut utiliser la pompe de l'unité de cimentation. Elle est précise aussi, on peut l'utiliser. Mais si on n'a ni l'une ni l'autre, on peut utiliser l'unité Comé pour tester les BOP. Là, il y a une autre sortie ici, il y a une sortie qui s'appelle la test line. Elle est isolée par une vanne ici, une vanne ici, à sa sortie. On peut prolonger cette sortie jusqu'au BOP et on peut utiliser cette pompe ou cette pompe, les pompes à air ou la pompe électrique pour tester les BOP. Mais pour les tester, parce qu'on va dépasser les 3000 psi, on va tester par exemple 5000 psi ou 10 000 psi ou même 20 000 psi s'il le faut. Là, il faut la mettre en position manuelle et
pomper jusqu'à ce qu'on atteint la pression de test et on arrête. Mais là, avant de tester, il faut fermer la vanne qui va vers l'unité Kumi pour ne pas pour ne pas endommager l'installation. Alors, nous avons une première pompe et nous avons une deuxième pompe de secours. C'est une pompe AR. Vous trouvez, parce que la pompe AR, il y a un seul corps, c'est-à-dire il y a le corps, c'est un piston plongeur aussi, c'est comme un corps de la pompe triplex, mais un seul, ce n'est pas triplex, c'est un seul avec un moteur AR. Vous pouvez utiliser une, deux, trois ou même quatre s'il le faut. Elles travaillent indépendamment l'une de l'autre et elles sont alimentées par l'air. La même chose, elles ont un régulateur ici. Si vous bypassez l'air, l'air passe directement ici. Si vous utilisez le régulateur, il est réglable aussi entre la pression minimale et la pression maximale, par exemple 2800, 3000 ou bien 2700, 3000, comme vous voulez. Donc, voilà les deux pompes. Donc, une pompe, deux pompes, elles peuvent travailler ensemble, elles peuvent se remplacer. Si l'une est défaillante, on a au moins une qui travaille. Donc, voilà, les deux pompes sont reliées ici pour alimenter les accumulateurs jusqu'à 3000 psi, plus ou moins 10%. Voilà. Là, vous avez une soupape de sécurité. Au cas, celle-là, elle est réglée entre 3300 et 3500 psi. C'est-à-dire, si on dépasse les 3300, c'est-à-dire 3000 plus 10%, si la pression dépasse les 10% et la pompe ou l'une des pompes ne s'arrête pas, eh bien, la soupape, elle va s'éclater, elle va se déclencher pour vider, pour pomper dans le bac. Donc, on aspire du bac et elle retourne dans le bac pour protéger le reste. Voilà. Alors là, lorsque la conduite là, 3000 psi, c'est pour remplir tous les accumulateurs préalablement préchargés avec de l'azote à 1000 psi. Maintenant, on garde les vannes à 4 voies fermées et on pompe l'huile jusqu'à obtenir les 3000 psi dans tous les accumulateurs. Après, bon, voilà la première, disons, la première partie de l'installation. Maintenant, on vient dans la conduite 3000 psi. Lorsque les pompes arrêtent, cette conduite reste toujours 3000 psi. Celle-là et celle-là, elle est toujours sous pression. La pression maintenant est appliquée à partir des accumulateurs. Donc, vous avez 3000 psi partout. On va faire un piquage ici et on va sortir une conduite. Voilà la conduite. Au bout de la conduite, on va placer un régulateur de pression. C'est ce qu'on appelle le régulateur annulaire. Celui-là est utilisé pour le BOP annulaire. Là, il est réglable entre, vous trouvez les anciennes unités, le régulateur est réglable entre 0 et 1500 psi, mais maintenant, on va jusqu'à 3000 psi parce qu'il y a des fabricants qui ont fabriqué des BOP qui doivent être manipulés à 3000 psi. C'est pour ça que vous trouvez maintenant entre 0 à 3000 psi. Bon, alors ça, c'est pour le BOP annulaire. Pourquoi le BOP annulaire? Parce qu'on a vu que la pression annulaire, mais attention, je souligne bien ça, du BOP annulaire de marque Hydril, seulement Hydril. Hydril, je ne dis pas il exige, non, mais il autorise la variation de la pression appliquée sur son BOP pour ne pas endommager la membrane. Donc, on peut aller de 0 jusqu'à 1500 psi. En fait, on va jusqu'à 1260 psi. 1260 psi, c'est pour fermer le BOP sur le puits vide, c'est-à-dire la fermeture totale, 1260 psi. C'est tout ce dont on a besoin, un BOP Hydril.
Mais si, donc vous utilisez le régulateur lorsque vous avez un BOP annulaire. Comme je vous ai montré le graphe, on a dit que pour les tiges 3,5 et 5 pouces, on règle notre régulateur à 700 psi pour couvrir les deux dimensions, les deux diamètres des tiges, 3,5, 5 pouces. Même les 5,5, maintenant on utilise les 5,5, ils sont compris, ils ont la même pression que les 5 pouces. Donc, 700 psi, c'est largement suffisant. Mais lorsque vous utilisez des tiges de petit diamètre, de 3/8 ou autre, là, il faut augmenter la pression. Le maximum, c'est 1260 psi. Ça, c'est pour hydride. Tandis que pour les autres, par exemple, comme Cameron, par exemple, il a une pression fixe, c'est 1500 psi. Schaffer, il a les 1500 psi et il a les 3000 psi. Donc, il faut l'utiliser en fonction de la marque de votre BOP. Bon, donc ça, le premier piquage, c'est pour réguler ou bien faire varier la pression, c'est lorsqu'on utilise le BOP annulaire de marque Hydri. Là, donc, nous avons une pression 3000 psi et là, la sortie est variable en fonction de la position du régulateur. On fait un autre piquage. On fait un autre piquage ici sur la conduite 3000 psi et on sort une autre conduite ici. Alors, nous avons 3000 ici. Nous avons ici un autre régulateur. Bon, on l'appelle régulateur manifold, mais moi, je préfère l'appeler détendeur, c'est mieux, parce que le régulateur, il règle la pression entre deux valeurs. Par exemple, comme ici, on peut régler de 0 jusqu'à 3000 psi. Tandis que celui-là, on ne règle rien, il est déjà réglé, il ne fait que chuter la pression. Alors, toute pression appliquée à l'entrée supérieure à 1500 psi, tout ce qui est supérieur à 1500 psi est éliminé. Il ne garde que 1500 psi. C'est-à-dire que si vous avez la pression ici supérieure ou égale à 1500 psi, vous allez avoir à la sortie 1500 psi. Là, par exemple, on applique 3000 psi. 3000 psi, lorsqu'elle passe par le régulateur, elle sort 1500 psi. Si vous appliquez 2000 psi, elle sort 1500 psi. Si vous appliquez 1500 psi, elle sort 1500 psi. Donc là, la valeur ne change pas, quel que soit le changement d'ici, pourvu qu'elle soit supérieure ou égale à 1500 psi. Donc ça, il va réduire la pression, c'est pour ça que je l'appelle un détendeur de une pression supérieure à 1500 psi, il va la chuter jusqu'à 1500 psi. Et là, vous voyez, il y a deux conduites, l'une 1500 et l'autre 3000. Et les deux se rencontrent ici. Là, c'est une vanne qui va sélectionner quelle est la pression d'entrée. C'est une vanne bypass qu'on appelle. Alors, elle a deux entrées et une sortie. Alors, elle a une entrée 1500 psi et une entrée 3000 psi. Alors, si vous la mettez en position low, vous allez faire passer les 1500 psi qui vont passer ici. Si vous la mettez en position high, vous allez laisser passer les 3000 psi. Et là, à la sortie, vous trouvez ce qu'on appelle le manifold. Qu'est-ce que c'est que le manifold? Tout simplement, c'est un collecteur qui contient toutes les vannes à 4 voies des BOP à mâchoire et les vannes hydrauliques. Alors là, le BOP annulaire est alimenté à part. Il est à part là parce que si c'est un hydride, sa pression est variable entre 0 et 1500 psi ou bien de 0 jusqu'à 3000 psi s'il le faut. Donc, il y a un circuit annulaire seul. Et il y a l'autre, le BOP, le manifold, il contient les commandes de tous les BOP à mâchoire et les HCR. Voilà. Donc voilà. Donc là, on voit que on peut appliquer sur le manifold soit 1500 psi si la position ici de la vanne bypass est en low, ou bien 3000 psi si elle est en high. Là, on la met à 3000 psi. Par exemple, si on veut couper une tige avec les shear rams,
pour couper une tige, il faut quand même une pression très importante. C'est pour ça qu'on doit bypasser ici à 3000 psi en position high pour pouvoir couper. Voilà donc l'ensemble de l'unité commune. Reste une seule chose, il y a ça, ce qu'on appelle les transmetteurs. Ce sont des transmetteurs de pression. À quoi ça sert? Lorsque, là, le chef de poste, pour actionner le BOP, il doit agir sur le BOP panel qui est placé sur le plancher. Alors là, pour utiliser le BOP panel, on va y revenir après, il faut qu'il ait ici les pressions qui sont affichées, la pression de l'air, la pression de l'accumulateur, la pression la pression du manifold et la pression de l'annulaire. Il doit obligatoirement utiliser les manomètres pour agir sur le BOP. Alors, d'où viennent les pressions? Ils viennent de l'unité Cummie qui est placée plus loin que le plancher. Elle est éloignée du plancher. Alors, il faut, par exemple, pour lire la pression accumulateur de 3000 psi, il faut faire un piquage ici et placer une conduite d'ici jusqu'au plancher. Alors là, il y a deux problèmes. Le premier problème, la pression est quand même importante. Si la conduite se détériore à un point, elle peut commettre un accident. Si la conduite sous 3000 psi se casse, elle peut blesser un ouvrier. Donc, c'est dangereux. La deuxième des choses, il y a de l'huile ici sous pression. Alors, si elle se casse, alors la fuite va inonder tout le chantier. Le temps de courir et de fermer ici, tout le chantier va être inondé d'huile. Donc, on va perdre de l'huile et on va salir le chantier. Alors, pour éviter ces deux problèmes, on utilise les transmetteurs. Vous voyez ici, vous avez la conduite, les trois lectures, parce que vous avez besoin de la pression accumulateur, la pression annulaire et la pression manifold. Chacun a un transmetteur. Là, à l'entrée, par exemple ici de l'accumulateur, vous avez de l'huile à 3000 psi. Qu'est-ce qui sort ici? Parce que l'huile s'arrête là et les 3000 psi s'arrêtent là. Ce qui sort ici, c'est tout simplement la pression d'air de votre citerne. Par exemple, si vous avez 120 psi, alors vous allez avoir 120 psi et de l'air. Donc, l'huile est convertie en air. L'huile va rester ici, elle va agir sur l'air qui vient de la citerne à air, de votre citerne à air. Donc, ici, c'est de l'air. Les 3000 psi vont être convertis en 120 psi. Donc, 3000 psi huile vont devenir 120 psi air. Alors, ce que vous lisez ici, au fait, vous lisez sur le cadran, c'est écrit 3000 psi. D'ailleurs, 3 et en bas, on vous dit multiplié par 1000. Mais ça, il est noté uniquement sur le cadran. Mais la vraie pression qui arrive ici, le maximum, c'est 120 psi, c'est tout. Ça c'est pour la sécurité et pour ne pas perdre l'huile et salir le chantier. Voilà à quoi servent les transmetteurs. Ils s'appellent aussi les Ashcroft. Bon, ce n'est pas la peine de retenir le nom, mais ce sont des transmetteurs. Donc, c'est pour convertir la pression. Ça, les transmetteurs sont placés au niveau de l'unité Cummie. Ils sont attachés sur l'unité Cummie. On ne transporte de l'unité Cummie que 3 conduite à air sous une pression maximale de 120 psi. Voilà donc l'ensemble de l'unité Cummie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, vous avez le BOP panel. Alors, le BOP panel, il est placé à côté du chef de poste. Vous pouvez en placer comme vous voulez. Par exemple, vous voulez placer un autre à côté du bureau du chef de chantier ou bien à côté du bureau du superviseur. Ça, vous pouvez utiliser tant que vous voulez. Mais le plus important et ce qui est nécessaire, il faut le placer, c'est celui du chef de poste, le BOP panel. Alors là, vous trouvez le schéma de votre BOP. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le BOP panel?
Là, il faut bien savoir que le chef de poste, regardez, le chef de poste, lorsqu'il veut fermer un BOP, il doit vérifier 3 choses. La première des choses, il doit agir sur la vanne à 4 voies. Attention, il agit sur la vanne à 4 voies à distance. Lui, il est sur le plancher et la vanne à 4 voies est en bas. Alors, comment agit-il sur la vanne à 4 voies? Vous voyez ici, vous avez la manette du BOP. Par exemple, il veut fermer le pipe ram supérieur. Vous avez ici une manette. Vous avez ici une autre manette. Ça, c'est l'arrivée de l'air et là, elle va passer ici et l'air va passer vers l'unité commis. Alors, l'air qui vient du BOP panel va à l'unité commis. Et vous avez les vannes à 4 voies. Ça, c'est la vanne à 4 voies. Elle a ici un vérin à air. Vous voyez, c'est un vérin à air de petite pression. Je ne crois pas que c'est une grande pression. Que va faire le vérin? Lorsque le chef de poste actionne les manettes en surface, c'est-à-dire du plancher, l'air va venir ici, va pousser le piston et le piston va pousser le bras de la vanne. Alors, donc là, le chef de poste doit agir sur les 2 manettes. On va voir après le détail des 2 manettes. Cette manette et cette manette, ensemble, agir sur ça et sur ça. Il ne ferme pas directement le BOP. Il va envoyer de l'air vers le vérin qui va actionner la vanne à 4 voies. Et c'est le vérin qui va actionner la vanne à 4 voies. Mais là le chef de poste doit s'assurer que la vanne à 4 voies qui est éloignée de lui, il ne peut pas la voir, mais il faut qu'il y ait un indicateur qui lui dit la vanne à 4 voies est actionnée normalement. Elle a travaillé, la vanne à 4 voies a travaillé. Donc, qu'est-ce qui lui dit que la vanne à 4 voies a travaillé ou non? Ce sont les indicateurs lumineux ici, des voyants lumineux. L'un vert et l'autre rouge. Donc, vert veut dire ouvert, rouge veut dire fermé. Alors, là, ces lampes, ces témoins sont placés sur le BOP panel. Vous voyez, chaque fonction a une lampe verte et une lampe rouge qui signale au chef de poste si le BOP est fermé ou ouvert. Mais pour ça, au fait, qu'est-ce que ça indique? Ça n'indique pas que le BOP est ouvert ou fermé, ça indique une seule chose. Il indique que la vanne à 4 voies a travaillé ou non. Alors, les commutateurs des lampes, ces lampes, vous voyez les lampes, attention, ça c'est un schéma seulement, là, parce que la vanne à 4 voies, les interrupteurs des lampes et les vérins se trouvent sur l'unité commis, tandis que les lampes se trouvent au plancher, c'est-à-dire elles sont éloignées, mais leurs commutateurs sont ici. Vous voyez, là, vous avez un BOP qui a une vanne à 4 voies et un vérin pour la commander, et vous avez les 2 lampes ouvertes, fermées. Vous voyez ça, elle est en position ouverte. Vous avez l'interrupteur qui pivote ici, qui est actionné par le bras de la vanne à 4 voies. Donc, vous voyez là, il a fermé le circuit, le courant va passer ici, il va allumer la lampe verte. Tandis que celle-là, puisqu'il y a une coupure de courant ici, le commutateur est ouvert, donc la lampe est fermée. Lorsque vous envoyez de l'air ici, lorsque le chef de poste actionne les vannes et envoie de l'air ici, qu'est-ce qu'il va se passer? Là, l'air va pousser le piston et il va balancer, c'est-à-dire il va fermer le BOP, donc le bras va balancer. Lorsque le bras balance, il relâche cet interrupteur, donc la lampe ici s'éteint. Et il actionne cet interrupteur, donc la lampe ici s'allume. Voilà. Donc le chef de poste, là pour lui, ici, les lampes indiquent une seule chose,
c'est que la vanne à 4 voies a fonctionné correctement ou non. Mais là, ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que le BOP est fermé. Vous pouvez voir celle-là qui s'éteint et celle-là qui s'allume, mais qui dit que le BOP est fermé? Parce que c'est possible que la vanne à 4 voies a fonctionné correctement, mais par exemple, vous avez actionné ce BOP. Mais la conduite ici est bouchée. Donc, si elle est bouchée, elle ne passe pas l'huile. Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'a fait le chef de poste? Il a actionné la vanne à 4 voies. Donc, la pression qui vient d'ici va s'appliquer ici sur le circuit qui va vers le BOP pour le fermer. Mais si la conduite qui va vers le BOP est bouchée, et bien là, le BOP ne va pas se fermer. Et si la conduite est sifflée, la même chose, il va y avoir une fuite et le BOP ne va pas se fermer. Alors là, comment savoir que le BOP est à travailler ou non? Je m'excuse parce qu'on va arrêter. J'arrête là et je continuerai demain. Je vous remercie. Merci, M. Silvani.